Salut à tous, aujourd'hui je suis avec David qui est venu à Yokohama pour cette interview. Merci David, il y a pas de super sympa. En plus il y a eu un petit accident de bambou sur la voie ferrée, donc il a mis 2 heures à venir. Et bien, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous parler un peu de qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu es où au Japon, t'as quel visa, tout ça. Voilà. Alors, donc du coup, je m'appelle David, je vis à Tokyo depuis à peu près 3-4 mois, je suis arrivé en octobre dernier. D'accord. Là actuellement j'ai un visa d'1 an, je suis en ce qu'on appelle en Shokutakushain. D'accord, c'est quoi? Je connais pas. C'est une sorte de Keiyakushain en gros. Là dans ma boîte ils nous prennent 1 an en fait en temps partiel et on enchaîne sur un CDI. Ah d'accord, d'accord. Donc là j'ai 1 an et derrière normalement je suis censé enchaîner sur un visa CDI. D'accord. Un CDI donc visa de travail encore. Ah, ok. Long terme. D'accord. Et là je bosse du coup dans une agence de voyage. D'accord, ok. Une des plus grosses agences de voyage au Japon et je suis dans le Busho, la division internationale en fait. Donc d'accord, d'accord. je m'occupe des touristes étrangers qui viennent au Japon. D'accord, tu as des contacts avec les touristes ou tu organises les voyages? Comment ça se passe? Alors en gros là vu qu'on a pas mal de personnel qui a diminué de ce que j'ai pu comprendre pendant la période du Covid, en théorie on est juste censé s'occuper de organiser le voyage, etc. Mais là on fait pas mal de trucs, genre on fait les réservations aussi. D'accord. Là dernièrement ils ont recruté pas mal de staff justement pour nous libérer un peu les mains parce que c'est la PLS maintenant qu'il y a tous les touristes qui reviennent. Et du coup tu as vu une grande augmentation j'imagine depuis quelques temps? Bah, en fait je suis arrivé pile poil au moment où les touristes revenaient parce que je suis arrivé en octobre et ils ont annoncé, je crois que c'était le 11 octobre que les frontières étaient réouvertes. Probablement ouais. Donc ça a été le rush de suite quoi. Ok. C'est cool. Et tu as fait d'autres boulots avant ou tu as toujours bossé dans le tourisme? Alors j'ai plus ou moins toujours bossé dans le tourisme. Avant j'étais sur Kyoto pendant une longue période. D'accord. J'ai surtout été sur Kyoto en fait. Sur Kyoto et je travaillais dans l'hôtellerie. Donc j'ai travaillé dans soit une boîte qui gérait pas une espèce de guest house, donc on était plutôt sur des chambres style backpacker, etc. Donc c'était des superposés, etc. C'est assez populaire chez les touristes. C'est ça, voilà. J'ai commencé par ça en fait au tout début et je suis aussi passé manager d'une share house que gérait le même patron. D'accord. En fait, donc j'étais dans un truc un peu c'était plutôt relax, plutôt soft niveau boulot. Et derrière, après mon PVT. Quand je suis revenu au Japon, en fait, j'ai retravaillé dans de l'hôtellerie, cette fois-ci dans je crois que c'était la plus grosse boîte qui gérait des hôtels sur Kyoto. D'accord. Et là, donc, on était sur gestion d'hôtels plus ce qu'on appelle des kyomakiya, donc des maisons traditionnelles japonaises de Kyoto. Et du coup, le premier boulot, c'était pendant ton PVT? C'est ça, le premier boulot, c'était pendant mon PVT. Le deuxième, c'est après que je sois revenu au Japon, donc après mes échanges internationaux. Et comment tu as fait pour trouver ces boulots la première fois, le PVT, le deuxième c'est pas évident, hein? Alors, la première fois, à la base, quand je travaillais sur Marseille, en fait, je travaillais dans un restaurant. Je vous ai pas dit, il vient de Marseille. Tu es origine de Marseille même ou de à côté? À la base, je suis arlésien, mais j'ai quasiment toujours vécu sur Marseille. D'accord. Plus marseillais qu'arlésien. D'accord, ok. Pardon, je t'ai coupé. Non, il y a rien. Comment t'avais trouvé du coup quand t'es revenu de Marseille? Alors en fait, quand je travaillais sur Marseille, je travaillais au Hard Rock Café qui avait ouvert justement à Marseille. Je suis partie du staff qui a fait l'ouverture. Et j'avais fait une licence en fait de japonais avant ça. D'accord, à Aix. À Aix. Puis suite à divers problèmes, en fait, j'ai dû arrêter en fin de 3e année. D'accord. Et suite à ça, je cherchais un boulot, donc j'ai bossé dans ce restaurant-là. Et ça faisait un moment en fait que je me disais que je me tâtais à partir au Japon. Je me suis dit, est-ce que je pars tout seul ou est-ce que je refais ma dernière année? D'accord. Je me suis dit, refaire ma dernière année alors que j'ai déjà le niveau. Refaire 1 an pour juste avoir un diplôme, ça me sert à rien. Ouais, c'est clair. Du coup, je suis parti en PVT avec pour idée de travailler dans un des Hard Rock Café qu'il y avait au Japon. Donc à la base, je visais Osaka surtout. Puis je me suis quand même laissé, comme je voulais passer le diplôme national de guide au Japon. Je me suis dit ça serait pas mal d'être sur Kyoto quand même pour pouvoir réviser parce qu'il y a une grosse partie qui est centrée sur Kyoto. Ouais, j'imagine. Mais en fait, je te coupe 2 secondes. En fait, il m'a contacté sur la vidéo où j'ai interviewé Diana, donc qui était guide. Et du coup, il avait réagi dans les commentaires et après, on s'est contacté et il a accepté de parler de ça aujourd'hui. Donc c'est super intéressant, ça continue. Il y a une continuité. Et dans la vidéo, justement, on parlait du diplôme de guide. Et si j'ai bien compris, ça a été supprimé. Il y a quelques années, c'était nécessaire. C'est ça. Et maintenant, pas forcément. Du coup, c'est pour ça que même si Diana n'a pas forcément de diplôme de guide, maintenant on peut être guide. Alors pour les grosses boîtes japonaises, apparemment, c'est mort de chez mort. C'est ça. Ça tombe bien justement parce que là actuellement, vu que je travaille dans une boîte de tourisme, clairement la condition c'est qu'il faut le diplôme national de guide. Parce que ça, on n'en avait pas parlé dans la vidéo parce qu'on parlait des boîtes françaises ou internationales.
Et donc il avait réagi en disant dans les boîtes japonaises c'est mort de chez mort. Et nous on en avait discuté avec Diana en disant on connaît pas trop, mais on imaginait que effectivement pour les boîtes japonaises si t'as pas de diplôme c'est mort quoi. Et donc tu confirmes. Voilà. Comme je l'avais dit d'ailleurs en commentaire, en gros la base c'est le diplôme national de guide, qui est une horreur à passer parce qu'il est tout en japonais et il faut connaître forcément les lieux touristiques de tout le pays. Donc alors forcément c'est... si tu fais visiter que Kyoto, il faut connaître tout le pays. C'est ça en fait, pour avoir la licence tu dois te taper tous les lieux et des fois il y a des trucs un peu perdus, genre quand on te parle de lieux genre à Shikoku tout ça, il y en a pas des masses non plus, mais je veux dire si tu tombes là-dessus pendant l'examen t'es fini quoi. D'accord. C'est soit ça, soit quand on est en vrai PLS en fait on se rabat sur les guides régionaux. Donc pareil là c'est la licence régionale. Et c'est pas vraiment pratique pour nous parce qu'on a souvent on fait souvent des voyages qui sont sur plusieurs préfectures, donc ça veut dire qu'il faut changer de guide en cours de route, c'est un peu la merde. Donc les boîtes japonaises préfèrent prendre un guide qui est... C'est ça voilà. En fait ils veulent pas s'emmerder, c'est un peu c'est la base au Japon, c'est la règle de base. On fait pas dans la dentelle, c'est en gros il faut une licence, point. Puis les diplômes au Japon, on en parlait tout à l'heure, la fac d'où tu viens, peu importe le diplôme, dans d'autres domaines. Tu viens de quelle fac? Une bonne fac, ok, t'es engagé. Et vous voulez pas savoir ce que j'ai étudié? Non, c'est pas ça. C'est exactement ça. D'accord. Si vous avez l'occasion de faire des études, si vous êtes à la fac en France et que vous avez l'occasion de faire des études, 1 an d'échange dans une grande fac au Japon, je crois que c'est là bien déjà. Après ça vous déporte. C'est ça, parce que une fois que vous avez un diplôme, moi j'étais à l'université de Kyushu du coup, qui fait partie de, je crois que c'était le top 5 au Japon. D'accord. Et en plus j'étais même pas dans un programme, on va dire un programme traditionnel, donc par exemple si j'étais en spécialité, je sais pas moi, par exemple archéologie, j'étais même pas dans un truc comme ça, j'étais pour vraiment un programme pour étrangers, un truc super soft où on te demande même pas de niveau de japonais, etc. C'est vraiment un truc pour découvrir le Japon. Il y a le nom, université de Kyushu. C'est ça, il y a marqué université de Kyushu, c'est vraiment mon joker quoi, pour un peu tous les boulots quoi. Et du coup donc, tu voulais bosser dans l'Hard Rock Café, mais finalement tu es allé sur Kyoto. Je voulais me laisser une chance en fait sur Kyoto, voir si je trouvais quelque chose. J'ai bossé dans un restaurant au départ pendant une semaine que je vous conseille pas, je pourrais pas le nommer pour pas que tu aies des emmerdes, parce qu'en plus il est géré par un Français. Mais juste si vous cherchez un boulot sur Kyoto et que vous trouvez des annonces en français pour des boulots dans un restaurant, fuyez-le comme la peste. Il y a qu'un endroit qui recrute et c'est pas fou. Ça va être l'horreur. Et du coup, comment tu as trouvé ce boulot dans des hôtels? Alors, c'est un peu par coup de chance en fait. Je cherchais un peu dans l'hôtellerie, etc. Puis j'avais contacté des gens qui bossaient justement. Je m'étais fait des potes quand j'étais venu en touriste en fait, dans l'hôtel en question où j'ai fini par travailler. Parce que les contacts, alors en France aussi évidemment, mais au Japon plus, j'ai l'impression, avoir des connaissances, un réseau de contacts. Parce que quand il y a des postes qui se libèrent, je vois dans les profs de français c'est pareil. D'abord c'est bouche à oreille, tu connais quelqu'un, ouais j'ai un pote et hop. Et après, il n'y a pas d'annonce ou il y a des annonces, mais pour faire style, mais le poste est déjà donné. Donc dans tous les contacts, dans tous les domaines, les contacts, ça aide beaucoup. C'est ce qui m'a sauvé moi pendant mon PVT. C'est-à-dire que j'arrivais, j'avais pas grand chose en bagage, parce que j'avais pas de JLPT, j'avais pas, parce que j'ai fait une licence en japonais en fait, mais j'avais pas validé la licence encore. Et j'avais pas non plus de TOEIC, parce que j'étais vraiment venu en touriste quoi. Et bon, j'avais le niveau de japonais, j'avais juste pas le diplôme du coup. Et là j'ai eu de la chance en fait parce que le contact que j'avais il m'a dit justement on a un poste qui se libère nous ici à la réception, donc si ça t'intéresse libérer clairement. Donc je suis parti là-dessus, puis après derrière il y a le poste de manager de la share house où j'étais logé pour 10 000 yens par mois, donc c'est vraiment pas cher, mais j'étais dans une chambre qu'on s'appelle avec bunk bed, donc le prix du loyer. C'est ça, voilà, c'est le prix du loyer. Et donc il y avait un poste dans cette... C'est ça, dans la guest house plus la share house en fait, donc je faisais 2 boulots en même temps pour la même boîte. D'accord, ok. Et du coup j'ai bossé là-bas pendant 1 an. D'accord. C'est super bien passé. Et quand j'ai fait ma demande de visa de travail. T'avais quel visa à ce moment-là? Là j'avais le PVT en fait. D'accord, là c'était le PVT. Visa vacances-travail d'1 an. Et après tu as demandé un visa Et après du coup j'ai demandé à renouveler en visa de travail. Je savais qu'il y avait un Belge notamment qui travaillait, qui libérait le poste justement que j'avais récupéré, qui lui avait eu son visa de travail en fait derrière. Alors il a fallu gruger, il m'a semblé qu'il a fallu gruger un peu sur le salaire parce que c'était un peu juste, etc. Et quand j'ai fait la demande, en fait, ils m'ont dit vous avez pas de licence de japonais, vous n'avez pas de JLPT, donc pour nous ça va pas le faire. Mais je pense que ce qui a plus coincé en fait. Ça c'était l'immigration qui t'a dit ça. C'est ça, c'est l'immigration en fait quand j'ai fait la demande. Je pense que ce qui a plus coincé c'est plus la boîte en fait, parce que on était vraiment sur une toute petite boîte. Et le problème en fait quand on fait des démarches pour un visa,
c'est qu'ils vont examiner votre entreprise, ils vont examiner votre salaire et ils vont examiner votre profil, que votre profil corresponde au travail que vous cherchez. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de visa de travail et il faut avoir des diplômes souvent ou de l'expérience dans la spécialité que vous visez. Et il faut aussi avoir une boîte qui soit suffisamment fiable pour que derrière ils se disent on puisse vous filer un visa d'1 an et que la boîte derrière elle s'écroule pas du jour au lendemain en fait. Ouais, donc c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est ça, donc ça joue beaucoup sur la boîte. J'ai pas mal discuté avec des touristes, avec des étrangers qui sont venus au Japon et ils me disaient clairement ce qui joue en grande partie c'est la boîte en fait. Si tu as une boîte fiable en fait c'est un peu comme les facs en fait comme on disait avant, c'est au nom quoi, c'est un peu à la tête. Donc vaut mieux postuler dans des grosses boîtes. Si vous voulez un visa de travail. C'est ça. D'accord, ok. Et donc dans le monde du travail japonais, donc en fait maintenant tu travailles dans une société japonaise normale et donc tes collègues c'est pratiquement, il y a beaucoup de japonais? Il y a 98 peut-être 15% de japonais. Et est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont déjà étonné? Est-ce que tu as des anecdotes dans le monde du travail au Japon? Alors des tonnes j'imagine, est-ce que tu en as une ou deux que tu pourrais partager avec nous? Une petite comment dire, un petit warning pour ceux qui voudraient s'attaquer aux boîtes japonaises. Préparez-vous mentalement et révisez pour passer un test qu'ils vont vous faire passer souvent en ligne de personnalité plus test de japonais en fait. Ah d'accord, ok. Donc ça c'est le truc qu'on te dit pas pendant l'entretien d'embauche, c'est à dire que si tu arrives à gérer ton entretien d'embauche en japonais, tu es tout content, t'as passé, on te dit que tu vas être pris, etc. Et derrière tu reçois ce truc là qu'il faut passer très peu de temps en plus pour le passer, donc t'as pas vraiment le temps de te préparer. Donc première barrière c'est l'entretien en fait. C'est ça, première barrière c'est l'entretien. Déjà avoir un bon niveau à l'oral. Alors là il faut assurer, là c'est-à-dire que vous pouvez être très bon à l'écrit, votre niveau à l'écrit en fait concrètement c'est moins important peut-être. C'est beaucoup moins important en fait. Ça va être plus important pour le boulot, selon le poste, pour gérer les mails, etc. Mais clairement, ce qui va faire la différence, c'est votre niveau à l'oral en fait pendant l'entretien d'embauche. Donc, n'hésitez pas à faire des erreurs à l'oral. Je pense que le plus gros conseil que je pourrais donner aux gens, c'est d'avoir l'air, comment dire, d'avoir confiance en vous en fait pendant l'entretien. C'est pas grave si vous faites des erreurs, vous allez en faire forcément. Avec le Keigo, on est tous pas au point, mais les Japonais aussi sont pas au point là-dessus et ils s'attendent pas non plus. De base, ils s'attendent pas à ce que vous parliez bien japonais. Donc, pas aussi bien qu'un japonais en tout cas. C'est ça, voilà. Il faut être au moins communicatif, être assez à l'aise, même si on fait des erreurs, on se démonte pas et on y va. En gros, tant que vous arrivez à répondre aux questions sans partir dans des hors-sujets, etc. et que la conversation continue assez fluide, ça passe. De manière fluide, ça passe. D'ailleurs, ils seront sûrement surpris par votre niveau. D'accord. Et là, la deuxième épreuve, ça va être justement ce truc-là. J'ai eu droit 2 fois. Ça a été 2 fois la PLS. Clairement, j'avais la chance, j'avais ma copine à côté de moi qui m'aidait. Parce qu'en plus, la première fois, c'était avec un timer. Donc, je crois que c'était 30 minutes ou un truc. Non, 15 minutes. Tu fais ça de chez toi en fait? C'est ça, tu fais ça chez toi, ils t'envoient ça en ligne. Et c'est vraiment la galère parce que tu as vraiment genre quelques secondes pour lire la question et répondre. Et c'est des questions tordues du genre si vous étiez une couleur, qu'est-ce que vous seriez quoi? Et pourquoi? Et t'es là, tu te dis j'en sais rien, moi, même en français j'y ai jamais réfléchi. Genre, clair. Bleu, pourquoi? Parce que c'est ma couleur préférée. Ça passe pas quoi, ce genre de truc. Et c'est pas évident ça. Ah ouais, non, c'est vraiment galère. Souvent ça va être des questions genre si vous étiez un animal ou un truc comme ça. Est-ce que vous seriez vous décririez plus introverti, extraverti? Alors là, il faut faire gaffe à ce que vous répondiez parce que derrière ils font du profilage, donc ils essayent de voir si vous correspondez bien au profil aussi. C'est compliqué tout ça. C'est une galère quoi. Faut être motivé quoi. C'est ça. Puis si vous n'avez pas de chance, il y a des fois, souvent, ils vont mettre un petit test de niveau de japonais. Donc là, ça va être des questions style GLPT derrière. D'accord. Donc il faut quand même un petit niveau quand même pour être tranquille. Tu conseillerais un niveau quoi, N2, N3? Minimum N3, clairement. Minimum N3 et à l'écrit, le mieux c'est d'avoir un N2. Alors, je pense que j'avais pas vraiment le niveau N2 en kanji à ce moment-là, ce qui fait que j'avais la chance d'avoir ma copine à côté pour m'aider, parce qu'avec le timer surtout, t'as la pression. Mais d'accord. Donc N2 conseillé, on entend souvent ça, mais voilà, ça confirme de quelqu'un qui est passé par là. C'est ça. D'accord. Il faut pas le diplôme N2 parce qu'il sert pas à grand chose concrètement. Mais en kanji, il faut quand même un petit niveau. D'accord. Au moins. Et dans le boulot, l'autre fois tu me parlais d'un truc qui t'avait étonné dans le travail. Là, le tout dernier boulot que j'ai eu, en fait, ils m'ont recruté, j'ai fait mon déménagement, etc., changé de préfecture et toutes les démarches, machin. Et j'arrive quelques jours après, ils me font alors en fait, pour passer en CDI, il va te falloir passer un concours. Alors là, c'est un concours pour
pour vendre des assurances, ce qui n'a rien à voir de base avec mon boulot en plus. D'accord, sympa. Tout en japonais bien entendu, donc ça veut dire bosser la législation sur la vente d'assurance au Japon, comment ça s'appelle, les indemnités, quel est le pourcentage qui rentre en compte dans tel... C'est une horreur. Déjà en français ça doit pas être fun, mais alors... même quand tu traduis les questions en français, tu comprends pas grand chose. D'accord, donc bien se méfier des petites surprises. Il peut y avoir des surprises après avoir écouté. Ça je pense que c'est une question qu'il faut poser pendant l'entretien d'embauche. Est-ce qu'il y a d'autres conditions, d'autres prérequis, etc. Parce que sinon, préparez-vous à avoir des trucs en douce derrière. D'accord, ok, bon à savoir. Et tu disais que du coup tu avais changé de préfecture. Et donc tu venais de quelle préfecture? Parce qu'avant tu étais à Kyoto, maintenant tu es à Tokyo. Et j'en ai fait plusieurs. La toute première que j'ai fait c'est Kyoto pendant mon PVT, pendant un an. J'étais venu en amont en fait. La toute première fois que je suis venu, j'ai fait un voyage d'1 mois au Japon en 2012. Donc j'avais guidé une connaissance en fait qui voulait venir au Japon. Donc on a fait 12 villes, on a fait plus ou moins la Golden Route, donc, le classique. Puis après j'ai fait 1 an sur Kyoto. Je suis revenu en France, je suis reparti 1 an à Fukuoka du coup. Fukuoka, d'accord. Pour la fac de Kyushu. Ah bah, Kyushu tu disais, d'accord, ok. Je suis retourné sur Kyoto après avoir fait quelques mois à Nagoya. D'accord. Et derrière, quand j'ai quitté mon dernier emploi en fait sur Kyoto, je suis parti à Fukushima, où réside ma belle famille en fait. Ah d'accord. Qui ont été très sympas, qui m'ont accueilli quand j'ai quitté mon dernier boulot. D'accord. Et alors, question privée, tu veux pas répondre, tu vas répondre. Et ça s'est bien passé avec ta belle famille? C'était la première fois? Ils ont accepté que tu sois un étranger? Comment ça se passe? Dans mon cas, c'est assez particulier parce que ma copine a toujours voulu plus ou moins vivre à l'étranger en fait, donc ils étaient plus ou moins préparés mentalement à ce que... Depuis des années, elle était intéressée par l'étranger. C'est ça, c'est pour ça qu'en fait elle a fait des études d'anglais. D'accord. Et ils étaient on va dire plus ou moins préformatés, donc j'ai eu un peu de la chance. Ils sont pas tombés des nues, quoi, un étranger? Non, ils étaient un peu moins surpris, voilà. Puis après ils ont été très... Enfin, je suis très bien tombé aussi, ils sont très adorables, ils m'ont accueilli comme me disait mon beau-père, on t'a accueilli comme notre fils quoi en fait, clairement. Donc je suis très bien tombé. Je sais que c'est pas toujours aussi facile. Avec on les entend familles, beaucoup de témoignages de gens qui sont, de familles qui refusent que le petit ami ou la petite amie soit étrangère. Alors moi j'ai eu aucun souci, ma belle famille était adorable aussi. Dès la première fois, j'ai pu dormir chez eux, il n'y avait pas de souci. Ils m'ont accueilli à bras ouverts, mais c'est pas toujours comme ça, donc toi aussi tu as eu de la chance. Ça, donc on a eu de la chance. Je pense que les Marseillais ont de la chance en fait. ça doit jouer aussi. Ça doit jouer. Je pense que le plus gros facteur en fait qui a joué en ma faveur, c'est le fait que je parlais japonais déjà couramment, donc il n'y avait pas de problème de communication avec la belle famille. Si vous parlez la langue déjà. Si vous parlez pas japonais, ça va être compliqué déjà de base. Alors moi au début je parlais pas du tout japonais, mais j'étais plus âgé, j'avais une situation stable, j'étais français. Et français, c'est le joker. Français ça aide beaucoup, l'image est encore assez bonne ici. Mais si vous parlez japonais, évidemment, c'est un gros plus. D'accord. Et donc, tu as habité combien de temps à Fukushima? C'était dans la préfecture de Fukushima? C'est ça, dans la préfecture de Fukushima. C'est une préfecture. Et tu étais dans quel coin à peu près? C'était une grande ville? C'est à la campagne? J'étais plutôt à la campagne. J'étais vraiment à la campagne. Ah, c'est cool. Et tu es resté combien de temps? Je suis resté 6 mois en fait. 6 mois, d'accord. Donc, quand j'ai quitté Kyoto, c'était c'est l'année dernière en fait, enfin c'était cette année même parce que je suis arrivé en avril sur Fukushima. Et j'ai cherché pendant 6 mois un travail dans le tourisme sur place, parce que je sais que la préfecture de Fukushima elle souffre malheureusement de Fukushima pas tourisme, mal. C'est encore malheureusement. Et toi qui as vécu 6 mois là-bas, est-ce que les craintes de certaines personnes sont fondées, ou est-ce que dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de problème, il y a des touristes qui reviennent? Alors ça c'est une grosse question qu'on va beaucoup poser, sur laquelle je me suis beaucoup intéressé, parce que forcément ma spécialité c'est le tourisme aussi, donc je m'attendais à ce qu'on me la pose. Et clairement il n'y a pas de problème actuellement, ça fait même des années que qu'ils ont réglé les soucis. Il y a même des compteurs GGR partout dans la préfecture qui sont vraiment au niveau des gares, les lieux publics, etc. On peut vérifier. C'est ça, si vous avez des soucis, que vous dites ils nous donnent des faux chiffres, etc. C'est en direct, vous pouvez les voir. Et les chiffres sont même inférieurs à la ville de Tokyo pour vous donner une idée. Donc c'est complètement safe. Alors forcément si vous allez dans le kilomètre qui est autour de la centrale, forcément ça sera un peu moins sécurisé, mais ça reste, je crois qu'il reste une petite zone rouge qui est vraiment très petite actuellement. Mais sinon partout ailleurs. Mais concrètement non, vous n'avez pas de problème. De toute façon on ne vous laissera pas rentrer dans la zone rouge sans sécurité, il faut des autorisations particulières, etc. Donc vous n'avez rien à craindre clairement. Est-ce que tu as des conseils de lieux à visiter à Fukushima, de choses à faire? Est-ce que c'est une région qui vaut le coup?
Le Tohoku en général, donc le nord du Japon, ça regorge de petits trésors qui sont partout. La préfecture de Fukushima, je pense que l'endroit le plus intéressant pour les touristes étrangers, c'est avec la ville de Aizu Wakamatsu, qui est une ville où a vécu notamment Date Masamune. Donc il y a une très grosse histoire avec les samouraïs. Je sais que beaucoup connaissent le Shinsengumi qui est très populaire, notamment grâce à certains animés. Un autre groupe qui est connu au Japon mais moins à l'étranger, c'est le Byakutai. C'est des jeunes samouraïs en formation qui étaient justement dans cette ville-là, qui avaient la quinzaine, qui se sont tous fait seppuku quand ils ont vu leur château brûler. Alors que l'anecdote qui est assez marrante d'ailleurs, c'est la ville qui brûlait et les flammes étaient poussées par le vent au niveau du château. Ils ont cru que leur château cramait et ils se sont fait seppuku par honneur. C'est un peu ballot. Ouais, voilà. Et ils sont connus au Japon justement parce que c'était des jeunes de 15 ans qui ont donné leur vie pour le Bushido, etc. Et du coup, il y a des lieux donc liés à l'histoire. Il y a énormément, il y a des villas justement là où les samouraïs étaient entraînés. Il va y avoir il y a un château aussi, le château de Tsurugajo, qui est très connu. Vous allez avoir énormément de onsen. Je crois que le Fukushima, ça reste une des préfectures les plus populaires au Japon. Ça, je savais pas. Parce que Fukushima, en fait, c'est super connu pour les pêches, pour toute la production, tout ce qui est de légumes, de fruits surtout. Hein. Ouais, fruits, légumes aussi. Ouais, fruits et légumes. Hein. Mais par contre, le onsen, je savais pas. D'accord, c'est intéressant. Le saké aussi, ils ont beaucoup de saké de très grande qualité. D'accord. Il y a beaucoup de coins sympathiques. D'accord, ok. Mais ouais, clairement, il y a beaucoup à faire dans la préfecture. Alors il faut connaître forcément, comme c'est je crois que c'est la 3e plus grande préfecture du Japon. D'accord. Donc c'est assez éloigné et c'est la campagne, donc c'est pas toujours facile de se déplacer. D'accord. Mais il y a des pépites un peu partout et surtout les onsen, si vous voulez faire des onsen sympas, notamment les onsen comme les touristes étrangers les voient, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle l'otenburo en japonais, donc des onsen en extérieur. Ça va plus être de ce coin-là que vous allez voir. D'accord, ok. Bon, mais merci en tout cas, moi je connais pas du tout la région, pas le Tohoku. J'espère un jour avoir l'occasion d'y aller. Donc si j'y vais, je te demanderai de bonnes adresses. Avec plaisir. D'accord. Et parmi les préfectures dans lesquelles tu as vécu, tu as préféré laquelle? Alors Tokyo, tu viens d'arriver, si j'ai bien compris, Tokyo, c'est un peu tôt. Mais c'est pas très grande ville en plus, parce que les villes comme Osaka et Tokyo, elles ont cet aspect grande ville qu'on retrouve un peu partout. Donc moi qui ai vécu à Marseille, Marseille, Paris, Tokyo, c'est un peu dans la même, le même type en fait. J'aime beaucoup Kyoto pour son côté traditionnel. D'accord. Mais il y a beaucoup de touristes et je pense que si je devais avoir un coup de cœur, ça serait vraiment la préfecture de Fukushima. Ça m'a énormément surpris pour toutes les surprises en fait dont elle regorge et elle a clairement pas à pâlir face à d'autres préfectures. Et pourtant, je crois qu'elle est hyper mal classée même auprès des touristes japonais, notamment à cause de ce qui s'est passé en 2011. Parce qu'après, c'est vrai que les touristes, même les touristes japonais, ils connaissent pas trop en vrai ces préfectures-là. Shikoku, c'est pareil aussi. C'est pas des préfectures qui parlent aux gens. Et en vrai, si vous vous renseignez, alors il faut quand même chercher en japonais pour pas mal de trucs parce que malheureusement, les guides qu'on va trouver en anglais, etc., ils n'ont pas encore des masses d'infos sur ces préfectures-là. Vous cherchez les petits trésors, il y en a plein et vous n'avez pas de quoi vous ennuyer clairement. D'accord. Si tu devais décider où vivre les 5 prochaines années, tu irais à Fukushima ou c'est mieux plutôt pour les vacances ou tu aimerais vraiment y vivre si je pouvais trouver un travail stable dans la préfecture, c'est plus ça le problème en fait. D'accord. C'est une préfecture quand même, on est sur de la campagne donc c'est beaucoup de personnes âgées. D'accord. Donc niveau emploi, surtout si niveau tourisme, c'est pas encore ça. Surtout que quand j'y étais en plus les frontières étaient fermées donc tous me disaient on est super intéressé par votre profil mais on n'a pas de touristes donc là clairement maintenant tout de suite ça va être difficile. D'accord. Mais si je pouvais m'y réinstaller, je pense que j'y retournerais volontiers. C'était vraiment un plaisir. Il y a encore d'autres coins que j'ai pas eu le temps de visiter. Puis pour visiter encore d'autres coins du Tohoku aussi. Bien sûr. C'est vraiment passionnant comme endroit. D'accord, ok. Ou alors une préfecture que je connais pas du tout aussi. C'est du challenge. Je sais que par exemple Akita, dans vraiment le nord du Japon, ça pourrait être intéressant d'aller y faire un tour. Après il y a la neige quoi. Ouais, par contre, faut kiffer la neige. Par contre, Sakai. Je vous préviens tout de suite, Fukushima il fait pas chaud. Parce que là en fait, là on est au vent, il fait un peu frais, mais il fait un grand soleil aujourd'hui. Il fait 15 je crois. Alors que hier il neigeait, il faisait 2 degrés. Et Tokyo, il y avait 2 degrés, il y avait 2 cm de neige. C'était la PLS. Toute la journée aux news, il y avait ça, la neige. Mais là-bas, il y a 2 mètres de neige et c'est normal quoi. Clairement. Les gens ils bronchent pas quoi. Clairement.
D'accord, d'accord. Il y a même des endroits où je crois que c'est connu pour avoir des murs de neige de 3 mètres de haut, etc. Impressionnant les images. Par contre, c'est très joli. Et si vous aimez le ski, les sports d'hiver, vous allez vous éclater. Hein. Voilà, par contre, c'est bondé. Hein. C'est pas ce qui manque. Il n'y a pas de station de ski sans neige au Japon. C'est ça. Mais c'est ce qui rend aussi les onsen là-bas beaucoup plus intéressants. Parce que comme tu les pelles dehors, t'es content d'entrer dans le onsen derrière. Ah, j'ai jamais fait ça. Le ski et après le soir onsen. Ça doit être le bonheur. C'est un plaisir, mais c'est inégalable quoi. Un onsen en été quand il fait 30 degrés dehors, rentrer dans une eau à 42 degrés. C'est moins fun. C'est une expérience. L'onsen l'été, bon, si on y va quoi, mais par contre en hiver. En hiver, c'est. Surtout en extérieur avec de la neige. C'est un kiff parce que. Le paradis quoi. On pourrait dire qu'on va choper la crève, etc. La tête dehors. Rien. Il fait pas. L'avantage, j'ai vu que l'eau est à 42 degrés, il fait chaud en fait au niveau de l'eau. Donc vous ne gelez pas et profitez des paysages enneigés, etc. Avec les paysages qui en plus à Fukushima, parce que c'est connu pour sa nature notamment et ce paysage. Clairement, c'est le top. Si vous avez l'occasion, les onsen. En hiver avec la neige. J'ai les bonnes adresses si vous voulez, je laisserai en commentaire. Laissez des commentaires. Ça roule, ça roule. Est-ce que tu as un truc à rajouter ou tu aimerais parler d'un sujet ou c'est tout? Juste pour rebondir sur Fukushima, n'hésitez pas à aller faire un tour. N'hésitez pas à sortir les sentiers battus aussi. Je sais que c'est assez difficile quand on ne parle pas japonais parce que forcément ce sont des préfectures qui ont une mentalité un peu particulière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de touristes étrangers, donc on va pas faire d'efforts pour mettre de l'anglais. Mais comme on fait pas d'efforts pour mettre de l'anglais, les touristes ne viennent pas non plus, c'est un peu un cercle vicieux. D'accord, d'accord. Mais n'hésitez pas si vous avez l'occasion, si vous savez plus ou moins comment faire, ou si vous avez un guide ou des gens avec vous qui parlent japonais. Ou des potes japonais, vous vous retrouver à visiter. Vous allez tomber sur pas mal de bonnes surprises. N'hésitez pas à demander à des locaux aussi. Je sais que c'est quelque chose que font pas énormément de gens, mais demandez aux centres touristiques qu'on trouve dans les gares, par exemple. Ils ont énormément de bonnes adresses. De tourisme partout. Et dans la plupart des gares assez importantes, même à Yokohama, donc il y en a partout et les gens sont très sympas à l'intérieur, donc demandez. Et d'ailleurs, une dernière question, quand tu étais toi à Fukushima, est-ce que tu avais des réactions de la part des locaux par rapport au fait que tu sois un étranger? J'imagine complètement différente de Kyoto ou Tokyo où on s'en fout que tu sois un étranger parce qu'il y en a partout. Donc est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu as eu des expériences un peu... Alors ça s'est très bien passé, par contre préparez-vous à être la curiosité du village entre guillemets. Le blanc. Parce que des étrangers, enfin en plus quand j'y étais, moi c'était pendant la période du Covid, donc il n'y avait plus du tout d'étrangers déjà au Japon. Alors en plus à Fukushima, pour en croiser un, c'était particulier. Mais c'est plutôt positif, en fait, c'est plus de en fait c'est de la curiosité en fait, c'est-à-dire que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui parlent de racisme au Japon, de discrimination, et je pense qu'il faut savoir faire quand même le juste milieu. On va dire qu'il y a une très grande curiosité auprès des étrangers, et c'est une curiosité qui peut être assez... En fait le problème c'est que comme ils connaissent rien aux étrangers, ils ont tendance à poser des questions qui sont très stéréotypées, qui sonnent très racistes en fait des fois. Exactement, il y a des trucs mais qui forcément... en Occident ou en France paraissent tout de suite racistes à mort, clairement. Alors qu'au Japon ils posent la question mais vraiment sans arrière-pensée quoi. Donc faut pas se choquer, les critères sont pas les mêmes, la culture est pas la même. Et les Japonais, les enfants par exemple, peuvent poser des questions mais qu'en France personne osera poser. Ah oui c'est sûr. Mais eux ils sont vraiment innocents quoi, ils posent ça. Et les adultes c'est un peu la même chose en fait. Ils se rendent pas compte que derrière il y a peut-être des sens un peu péjoratifs ou racistes. Donc voilà, je suis assez d'accord avec toi. Alors, bien sûr, nous on est blancs, on est français, donc on n'est pas trop sujet à ce genre de problème. Mais c'est intéressant de voir que il y a un intérêt, mais pas forcément de crainte. C'est pas une crainte vraiment. Alors, il va y avoir c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Japonais qui vont avoir du mal à communiquer. En fait, c'est là où parler japonais ou pas japonais, ça va beaucoup jouer en votre faveur, surtout si vous allez à la campagne. Ça va clairement devenir un atout en fait, parce que les Japonais de base, ils partent du principe que ce sont des quiches en anglais. Alors c'est souvent le cas, mais pas autant qu'on nous le fait croire. Ils comprennent en général. Hein. Non seulement ils comprennent, mais ça m'est déjà arrivé de tomber sur des Japonais qui me disent je parle pas du tout anglais. Je leur pose une question en anglais, ils me répondent, j'ai pas compris la réponse. Quoi. Ah ouais d'accord, parce qu'ils parlaient trop bien ou ils parlaient très bien anglais en fait, même des fois la prononciation, tout ça, j'étais surpris. Et ils sont trop modestes. C'est ça, ils sont modestes, c'est pas assez fort. Mais... Très modestes, et c'est même plus que modeste. Là, on est clairement sur du manque de confiance en soi. Et ce qui fait que du coup, ils osent pas parler. En fait, il y a une espèce de peur en fait, parce qu'ils ont peur de pas pouvoir être capable de répondre, de pas venir en aide, etc. Ce qui fait qu'il va y avoir un peu, c'est-à-dire, viens pas, t'approches pas un peu. Il y a un peu, on retrouve un peu ce comportement-là. Les Japonais aiment bien donner
donner une image positive d'eux-mêmes. C'est ça. Et s'il y a une situation où ils risquent d'avoir une mauvaise image, de donner une mauvaise image, ils vont éviter cette situation. J'en ai parlé dans une interview qui sera publiée avant celle-là, avec un japonais justement, qui me disait ça, que les japonais aidaient beaucoup. Surtout les étrangers, ils se plient en 4 pour les étrangers, parce qu'ils veulent donner une bonne image d'eux-mêmes et du pays. C'est ça. Alors qu'avec d'autres japonais, peut-être beaucoup moins. Voilà, donc c'est intéressant. Puis il y a cette espèce d'esprit de communauté en fait au Japon, c'est-à-dire que l'entraide c'est une valeur qui est inculquée depuis qu'ils sont tout petits en fait. Et le fait de se dire de base, je vais pas pouvoir l'aider, de base ça les freine. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étrangers qui assimilent ça en fait à du racisme, parce qu'ils ont tendance à s'éloigner en fait, à avoir une espèce de peur de l'étranger, mais c'est une peur de juste de pas pouvoir te venir en aide en fait. C'est pas vraiment être au niveau quoi. C'est pas vraiment qu'en fait ils se disent oh c'est un étranger, je sais pas trop quoi machin. D'accord. C'est particulier en fait. Ah, par contre il faut se méfier, il y a aussi des antiracistes japonais. Il y en a, ça existe évidemment. Notamment chez certaines personnes âgées. Alors moi qui ai pas mal vécu à Kyoto, je suis un peu le cas particulier en fait des gens qui ont vécu à Kyoto, parce que je parle japonais et je m'intéresse ma spécialité c'est un peu l'histoire et la culture japonaise. Donc forcément je m'entendais très bien avec les gens de Kyoto qui ont une pride, qui sont très fiers en fait de leur ville. Et qui sont pas spécialement très accueillants. Alors c'est pas qu'avec les étrangers, je vous rassure. Les gens qui viennent d'Osaka, ils peuvent pas aller voir les gens de Kyoto, parce que justement il y a cette espèce de fierté. C'est notre ville, on veut la conserver. Puis en plus à Kyoto, honnêtement, quand il y avait tous les étrangers, c'était invivable. Enfin pour certaines personnes âgées, tu veux faire tes courses, prendre le bus, il y a 50 gaijins avec des valises en bus. La vie, pour certaines personnes, je pense, c'était vraiment pénible. C'est ça. Et il y en a certains qui étaient vraiment soulagés pendant la fermeture, clairement. Hein. Alors bien sûr, économiquement, il y a eu des conséquences. Hein. Mais voilà, moi si j'étais une personne âgée retraitée à Kyoto, je pense que j'aurais sorti le champagne quand ils avaient fermé les frontières. Hein. C'est sûr. Hein, donc, mais c'est vrai qu'il y a une fierté, c'est intéressant ce que tu dis, entre même... même entre japonais aussi. Entre japonais. Et Kyoto, je pense que c'est un des meilleurs exemples pour ça, clairement. Après, il y a... Ça c'est plus un... Comment dire, une demande que j'aurais auprès des touristes étrangers, c'est renseignez-vous un minimum, respectez aussi. Je sais qu'on a un des trucs qui est le moins respecté par les touristes étrangers, c'est les photos. Dans les sanctuaires et les temples, n'oubliez pas que ça reste des lieux de culte. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les trucs à pas faire au Japon. Évitez les sanctuaires et les temples, il y a des gens qui vont pour prier, se recueillir. C'est pas des sites touristiques, on peut les visiter, c'est gratuit. Mais voilà, faut respecter. Sanctuaire surtout gratuit. Ouais, voilà. Bah, je pense que mes abonnés sont des gens bien. Mais voilà, il y a des gens qui peuvent pas forcément penser à mal, se dire ouais, c'est un lieu touristique comme un autre. En fait, il y a des boutiques, il y a des stands, donc effectivement, on peut se dire bon, c'est bon. Mais voilà, faut garder à l'esprit que même si c'est très touristique et qu'il y a beaucoup de merchandising, des choses comme ça reste quand même un lieu sain et il faut respecter un peu les autres personnes autour. Voilà. Je pense que je vous apprends rien, mais c'est important ce que tu dis, effectivement. C'est un peu comme le harcèlement qu'on trouve sur internet. Les gens ils disent oui, mais ce que je fais c'est pas très grave et c'est rien quoi. Mais le problème c'est que c'est beaucoup de petits riens qui font qu'au final derrière la vision des étrangers, c'est les étrangers ne respectent pas les lois, et si vous ne respectez pas les lois sur le téléphone etc, sachant que vous ne parlez pas la langue, qu'il y a des choses que vous allez faire par inadvertance sans avoir de mauvaises intentions, en fait on fait tous des erreurs. Bien sûr. Et ils sont très sympathiques, ils sont prêts à passer le chiffon sur pas mal de choses. Ouais, surtout si on est touriste en général, si on fait une petite erreur ça va. Si vous ne faites pas Logan Paul et que c'est débile. Voilà, normalement, franchement, si vous n'êtes pas volontairement désagréable et irrespectueux, en général, il n'y a pas de souci, personne ne va venir vous crier parce que vous faites quelque chose de mal. Voilà, enfin, je pense. Mais du coup, dans la mesure du possible, essayez de respecter ce genre de petites lois, de petits trucs tout simples aussi. Il y a beaucoup de trucs qu'on va faire sans le savoir et ça pénalise déjà de base l'image des étrangers au Japon. Alors si en plus on peut éviter de faire des trucs volontairement, ça limitera. Je sais que par exemple, il y a quelque chose qui m'avait choqué quand j'étais sur Kyoto, c'est pas mal de touristes chinois qui pendant la période des sakuras montaient sur les sakuras en fait, les grimpaient dessus, pétaient les branches, les défoncer comme ça, c'est pas permis. Ah ouais, clairement. Et il y en a même un truc qui m'avait extrêmement choqué, c'est qu'il y en a qui ramenaient des branches de sakura avec eux dans leur valise
Et il y en a qui ont dû se faire cramer parce que j'ai vu pas mal de branches qui étaient posées dans les vélos de gens random. Donc c'est-à-dire qu'ils ont dû se faire choper par quelqu'un, ils ont dit on peut pas se balader avec ça, donc ils l'ont posé un peu partout quoi. Ouais, je pense que même le pire touriste français ferait pas ça, j'espère. Ah ouais, ça je l'ai vu, je l'ai vu quand j'y étais en 2016 du coup. Ça avait fait les news partout dans le pays comme quoi encore les touristes étrangers machin. Alors c'était plus les touristes chinois qui étaient visés à ce moment-là. Mais clairement des trucs, bon ça c'est assez impensable je pense pour la plupart des gens, mais je pense, il faut se méfier quand même. Parce que le problème c'est que les étrangers c'est un sac au Japon pour et on a tendance à après il y a prendre un peu pour les autres, Chinois et tous les autres étrangers ou les touristes asiatiques. Les touristes chinois c'est un peu particulier au Japon, la plus grande partie des touristes c'est les Chinois. Pas maintenant mais normalement. Parce que 80%. Voilà, donc quand le gouvernement japonais ou les Japonais disent ouais les touristes, personne pense aux touristes européens, français. Ça leur réfère même pas l'esprit. Si c'est négatif, c'est souvent les touristes chinois. Voilà, mais bon, c'est pas une raison pour. Les touristes américains après l'affaire, dont on ne prononcera pas le nom. Il y en a eu finalement des affaires avec les Américains. Malheureusement. D'accord. Bon ben en tout cas merci beaucoup pour toutes ces infos, c'était super intéressant. Et merci d'avoir fait le déplacement. Il n'y a pas de quoi. Alors là il fait un peu frais donc on va aller boire un café, on va se réchauffer. Et puis si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, un petit like, partagez-la sur les réseaux, mettez un petit commentaire pour me remercier et remercier David. Il n'y a pas de quoi. Puis si vous avez des questions aussi. Voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas, il viendra faire un tour dans la section de commentaires. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres interviews, il y en a pas mal d'autres de prévues et d'autres vidéos sur le Japon. Merci, salut à tous. Salut.